Quand on évoque le Sahara, les mêmes images nous viennent à l'esprit. Un soleil brûlant, quelques chameaux avançant lentement et des sables jaunes. Un monde où la vie semble avoir presque disparu. Mais, et si ces images cherchaient à nous raconter autre chose? Car sous ce désert gigantesque se cachent des traces qui ne correspondent en rien aux paysages actuels. Au fil des siècles, des hommes sont venus ici à la recherche d'or, de cités, d'oasis perdues, de sources d'immortalité et de civilisations oubliées, et beaucoup n'en sont jamais revenus. Ces traces de glace nous ont révélé que le Sahara n'était pas seulement un désert. En 1965, lors de la mission Gemini 4, les astronautes survolant l'Afrique ont remarqué une forme étrange au-dessus de la Mauritanie. Bien qu'ils n'y aient pas prêté attention au début, à mesure qu'ils s'en approchaient, cette formation, composée d'énormes anneaux circulaires d'une perfection quasi absolue, ressemblait, vue d'en haut, à un œil géant planté dans le ciel. La structure de Richa, qui se dresse dans le ciel et qui prendra plus tard le nom de l'œil du désert, a un diamètre d'environ 40 km. Vu du sol, il est presque impossible de comprendre ce que c'est. Même après avoir parcouru cette colline pendant des années, les gens n'ont pas compris ce que c'était. Mais lorsque les images prises depuis l'espace ont été diffusées, les débats se sont enflammés. Beaucoup de gens se sont remis à lire la description de l'Atlantide par Platon, car la cité qu'il décrivait avait également la forme d'anneaux entrelacés. L'image de Richard ressemblait de manière surprenante à la description de cette cité. Certains chercheurs ont avancé qu'il s'agissait des vestiges d'une civilisation disparue, d'autres ont suggéré qu'il s'agissait du centre d'une catastrophe très ancienne. Les géologues, quant à eux, ont analysé les couches des échantillons de roches et ont avancé que, des millions d'années auparavant, le magma remontant des profondeurs de la Terre avait poussé les couches inférieures vers le haut avant d'atteindre la surface. C'est ainsi qu'une structure en forme de dôme s'était formée. Et la structure de Richa suffisait à elle seule à prouver que le désert avait un passé bien plus profond et mystérieux. L'une des preuves les plus convaincantes que le Sahara était autrefois un monde complètement différent se trouve en Égypte, à environ 150 km au sud-ouest du Caire, Wadi al-Hitan ou la vallée des baleines. À première vue, cet endroit semble complètement mort, mais sous la chaleur et le silence se cache un monde où vivaient autrefois des créatures marines géantes. Des fouilles menées par des archéologues ont permis de découvrir des centaines de squelettes de baleines. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'elles étaient très différentes des baleines ordinaires. Il s'agit d'anciens prédateurs marins qui ont vécu, il y a environ 40 millions d'années. L'espèce la plus connue parmi ces créatures est le Basilosaurus. Il pouvait atteindre une longueur de 15 à 18 mètres. Il parcourait les mers de l'époque en tant que prédateur. Mais le détail le plus important est que ces créatures possédaient des membres postérieurs, même s'ils étaient petits. Ces restes, dotés de structures ressemblant à des doigts, sont devenus l'une des preuves évolutives les plus importantes indiquant que les baleines ont des ancêtres terrestres. Au milieu d'un désert, dans l'une des régions les plus arides, tomber sur des squelettes d'animaux marins est en soi une expérience bouleversante. Selon les sources, les eaux de l'océan Tétis s'étendaient ici à l'époque. Puis le monde a changé. Les continents se sont déplacés. La plaque africaine s'est avancée vers le nord, le fond marin s'est élevé, les eaux se sont retirées. Il y a d'abord eu des marécages, puis des plaines salées, ensuite de la terre aride et enfin le désert. Le sable a recouvert tout ce passé comme une archive. Aujourd'hui, lorsque vous marchez dans la vallée des baleines, vous marchez en réalité au fond d'une ancienne mer. Sous la poussière emportée par le vent reposent les fantômes d'un océan. En 1920, lorsque Howard Carter a ouvert la tombe de Toutankhamon, tout le monde avait les yeux rivés sur le masque d'or, le sarcophage et les trésors royaux. Parmi les objets découverts, il y avait un collier que personne n'avait remarqué. Au centre de ce collier se trouvait une pierre jaune et translucide. Pendant longtemps, tout le monde a pensé qu'il s'agissait d'un simple quartz. Cependant, des recherches ont montré qu'il s'agissait en fait de verre du désert de Libye. Ce qui est surprenant, c'est que pour qu'un tel verre se forme, le sable doit être exposé instantanément à des températures très élevées, de l'ordre de 1700 à 2000 degrés. De plus, cette chaleur a dû affecter une zone immense. Ni les incendies ordinaires, ni les volcans ne pouvaient expliquer ce phénomène. Au fil du temps, les scientifiques ont émis l'hypothèse qu'un énorme météore ou astéroïde avait pénétré dans l'atmosphère à grande vitesse, explosant dans les airs avant de toucher le sol, et que cette explosion avait généré une vague de chaleur suffisamment intense pour faire fondre instantanément le sable situé en dessous. On pense que les anciens Égyptiens auraient recueilli cette matière pour en faire un objet sacré. Ainsi, une catastrophe cosmique survenue dans le passé du Sahara s'est transformée, des milliers d'années plus tard, en un symbole sacré porté sur la poitrine d'un pharaon.
Cet endroit ressemble à un labyrinthe de pierres parsemé d'immenses formations de grès. Des tours, des arches, des rochers en forme de champignons. Les peintures rupestres découvertes dans la région ont stupéfié les chercheurs, car il ne s'agissait pas seulement de quelques signes simples. Il y avait des milliers de scènes détaillées. Des hommes menèrent des troupeaux de bovins, des chasseurs poursuivèrent des girafes et des antilopes, des éléphants, des rhinocéros et des hippopotames étaient de représentés. Ce n'étaient pas des animaux du désert aride, mais des créatures ayant besoin d'eau en abondance. Plus étrange encore, on voyait des bateaux sur certaines scènes. Aujourd'hui, des représentations de bateaux ont été découvertes dans une région où, sur des centaines de kilomètres, il n'y a que du sable. Ces images ont clairement démontré une chose. Le Sahara était autrefois vert. Il y avait ici des lacs, des rivières, des roseaux et de vastes prairies. Les gens ne faisaient pas que survivre, ils y construisirent leur vie. Des recherches ultérieures ont confirmé que la région présentait autrefois un environnement de type savane, recouvert de lacs et de cours d'eau. On pense même qu'il y avait autrefois d'immenses masses d'eau dans le Sahara central. Un autre élément frappant à Tassili était l'étrangeté de certaines figures. Au cours de leurs recherches, les archéologues ont découvert des figures humanoïdes à la tête ronde, sans visage, au corps imposant, donnant parfois l'impression de flotter dans les airs. L'une des plus importantes d'entre elles est connue sous le nom de Grand Dieu ou Grand Dieu de Séphar. Ces images ont donné lieu à d'innombrables spéculations au fil du temps. Certains ont tenté de les expliquer comme des masques rituels, d'autres les ont interprétés comme des créatures mythologiques, tandis que d'autres encore se sont tournés vers une théorie bien plus insolite. Ces dessins n'étaient pas seulement des œuvres d'art, mais aussi le témoignage d'une époque. Le témoignage d'une époque où l'eau abondait, où la vie battait son plein et où la nature était tout autre. Mais aussi les traces d'un monde en voie de disparition. Pendant longtemps, on a pensé qu'aucune civilisation importante et organisée n'avait pu s'établir au cœur du Sahara. Aux yeux de la plupart des gens, le désert n'était qu'un lieu propice aux communautés nomades, aux caravanes et à une vie éphémère. Mais les images satellites et les recherches modernes ont bouleversé cette conception. Dans le sud-ouest de la Libye, au milieu des sables et d'un terrain accidenté, les traces d'un peuple ancien sont devenues de plus en plus visibles. Les Garamantes. Ce peuple, parfois qualifié de barbare dans les sources antiques, était en réalité bien plus développé qu'on ne le pensait. Les recherches ont mis au jour plus d'une centaine de sites, des constructions fortifiées, des tours, des rues tracées selon un plan et des vestiges d'infrastructures agricoles. Il ne s'agissait donc pas seulement de quelques villages épars, mais d'une civilisation du désert fonctionnant de manière organisée. Le plus grand secret des Garamantes résidait dans la gestion de l'eau. Ils avaient repéré les nappes phréatiques cachées sous le désert et mis en place des réseaux de tunnels complexes qui transportaient l'eau par gravité. Grâce à ce système, ils pouvaient extraire peu d'eau à la surface, irriguer les champs et créer des vignobles, des palmeraies et des villages. Ils avaient en quelque sorte créé une ceinture de vie artificielle au milieu du Sahara. Mais cette réussite cachait en elle-même les germes d'une catastrophe, car l'eau qu'ils utilisaient n'était pas de l'eau de surface renouvelée en permanence, elle provenait de réserves bien plus anciennes et à renouvellement lent, que l'on pourrait même qualifier en grande partie d'eau fossile. En réalité, les Garamantes dépensèrent donc les réserves accumulées par le passé. À mesure que la population augmentait et que l'agriculture s'étendait, ils avaient besoin de plus en plus d'eau. Les tunnels s'approfondissaient, le réseau s'étendait, le système était mis à rude épreuve. À un certain moment, le niveau de l'eau a baissé, les canaux se sont asséchés, les champs sont devenus stériles. Et le désert a peu à peu repris possession d'une civilisation. Aujourd'hui, il ne reste que des vestiges érodés par le vent et des lignes discernables sur les images satellites. Mais ces lignes révèlent une réalité très importante. Le Sahara peut être le cimetière non seulement de la nature, mais aussi des civilisations humaines. Au XXe siècle, lors de certains forages effectués en Libye à la recherche de pétrole, les ouvriers ont été confrontés à un phénomène inattendu. Au lieu du flux noir attendu, c'est de l'eau douce, froide et limpide qui a jailli. Cela révèle l'existence d'un gigantesque réseau aquifère aux profondeurs du désert. Ce réseau, connu aujourd'hui sous le nom d'aquifère de grès de Nubie, défie les systèmes modernes. Selon les recherches des scientifiques, ces réseaux gigantesques, qui s'étendent de l'Égypte à la Libye, au Soudan et à une grande partie du Moyen-Orient, stockent des eaux accumulées il y a des millions d'années lors de périodes plus humides. Les pluies et les eaux de surface se sont infiltrées au fil du temps dans les couches de grès où elles sont restées emprisonnées. Certaines de ces eaux sont si anciennes qu'elles remontent bien avant les civilisations humaines. À première vue, cela semblait être une grande victoire de l'homme sur la nature. Mais il y a ici des problèmes très graves. Cette réserve ne se renouvelle pratiquement pas. Ce n'est pas une rivière, c'est un immense réservoir, mais il ne se remplit pas en permanence.
Ainsi, chaque litre prélevé vient réduire un stock ancestral qui ne se reconstitue pas. Les scientifiques lancent les mêmes avertissements depuis des années. Si la consommation se poursuit au même rythme, le niveau d'eau baissera encore davantage. Il faudra alors creuser des puits plus profonds que ceux d'aujourd'hui. Les coûts augmenteront, le risque de salinisation s'accroîtra. En bref, l'eau qui donne la vie aujourd'hui pourrait devenir le réservoir perdu de demain. Et le plus ironique dans tout cela, c'est que les Garamantes avaient eux aussi autrefois bâti leur vie en exploitant un secret similaire. Ce que nous faisons aujourd'hui avec la technologie moderne, c'est peut-être répéter la même histoire. L'idée principale qui relie tous ces thèmes est que le Sahara n'est pas un lieu immuable mais un lieu en constante évolution. Cette région, aujourd'hui synonyme de sable à perte de vue, a revêtu par le passé plusieurs fois des identités totalement différentes. Tantôt mer, tantôt savane, c'était un monde fertile parsemé de lacs, de rivières et même de prairies. Puis elle s'est à nouveau asséchée, elle s'est ensuite partiellement régénérée. Puis elle est redevenue un désert. Les scientifiques montrent que, en raison du système climatique de la Terre et des cycles orbitaux, le Sahara a verdoyé à plusieurs reprises au cours de l'histoire. De temps à autre, lorsque les ceintures pluviales se déplacent vers le nord, la région revit, des lacs se forment, la végétation s'étend. Les animaux recommencent à migrer, puis le système s'inverse et la sécheresse reprend le dessus. Les peintures rupestres, les fossiles, les eaux souterraines et les anciens sites d'habitation sont les témoins silencieux de ces transformations. C'est pourquoi se contenter d'appeler le Sahara un simple désert serait réducteur. C'est en réalité un immense espace de mémoire recouvert des couches du temps. Sous le sable jaune qui s'offre à nos yeux se cachent bien des choses que nous ignorons. Ce sont tous des mondes appartenant à des époques différentes, mais situés dans la même géographie. C'est peut-être là que réside l'aspect le plus bouleversant de cette histoire, car elle ne se contente pas de nous raconter le passé. Elle nous amène à remettre en question notre présent. Le climat, les villes et les modes de vie que nous croyons aujourd'hui immuables pourraient de bien être, en réalité, éphémères. Le Sahara était autrefois vert, puis il s'est asséché. Les mers se sont retirées. Des civilisations se sont élevées, puis ont disparu. Peut-être que dans des milliers d'années, d'autres viendront déterrer notre béton et nos plastiques. Tout comme nous découvrons aujourd'hui des ossements de baleines, des canaux antiques et des scènes de vie gravées dans la pierre.